Antenne 2, 20h, le journal de la rédaction, Henri Sagnier. Bonsoir. Le détournement du Boeing koweïtien toujours malheureusement à la une de l'actualité. Après la libération de 12 otages hier soir à Larnaca, les négociations se poursuivent sur l'aéroport international d'Alger où l'appareil s'est posé la nuit dernière. Cette fois, c'est l'Algérie qui joue les médiateurs entre le Koweït et les pirates de l'air. Dernier développement, analyse et commentaires dans quelques instants. Jacques Chirac en campagne à Lyon sur les terres de Raymond Barre, invité du journal Bernard Pivot. Il vient d'apostropher les trois grands de la course présidentielle. Le groupe Prouveau éclaté au terme d'une bataille de 9 mois, les deux principaux actionnaires contraints de se partager les activités de l'ex numéro 1 du textile français. Rolf Goltz décroche la Flèche Wallonne, premier Allemand à remporter cette épreuve. Laurent Fignon a dû abandonner. Une journée supplémentaire de détention pour Marcel Fontaine, Jean-Paul Kaufmann, Marcel Carton. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. 9e jour de cauchemar, le terme n'est pas trop fort pour les otages du Boeing des Kuwait Airways. Je vous rappelle que 33 personnes sont toujours à l'intérieur de l'appareil, le Boeing. Tout se joue en ce moment à Alger. Les pirates de l'air maintiennent leurs exigences, mais ils ont promis de ne pas employer la violence, de ne plus employer la violence. Le Boeing koweïtien est immobilisé en bout de piste sur l'aéroport Ouari Boumedienne. C'est là qu'une nouvelle phase de négociation a débuté ce matin. Tout de suite le point avec notre envoyé spécial, Gilles Rabine. À l'abri des regards, grâce à cette baraque de piste qui masque opportunément aux caméras ce qui se passe sous le nez du Jumbo Jet, les pirates de l'air ont refait le plein de kérosène quelques heures à peine après leur arrivée à Alger. Ils étaient partis de Larnaca avec le plein complet, 140 tonnes de kérosène. Le vol Larnaca-Alger leur a fait brûler un peu plus de 40 tonnes qu'ils ont donc immédiatement remplacées. Autrement dit, le Jumbo Jet koweïtien est d'ores et déjà techniquement prêt pour repartir le cas échéant. À peine le ministre algérien de l'Intérieur nous avait-il annoncé, avec une fierté légitime, l'ouverture de négociations plus directes et plus confiantes avec les pirates qui venaient de le recevoir à bord, qu'on assistait à un étrange ballet. 4 minibus de 9 places chacun, pouvant par conséquent transporter les 32 otages restants, qui se dirigent soudain à vive allure vers le Jumbo Jet et qu'on rappelle immédiatement, comme si les scénarios imaginés à l'avance de part et d'autre s'avéraient dès ce matin résolument opposés. Enfin, si les Algériens ont reçu cette nuit le Jumbo Jet des pirates d'une façon discrète, ils ont reçu les représentants des émirs du Koweït d'une façon pour le moins distante. Une manière sans doute de montrer qu'Alger entend ne pas sortir de la neutralité stricte qui convient à un bon médiateur. Voyons rapidement la chronologie des événements. Cette nuit, le Boeing avait quitté l'aéroport de Larnaca vers 1h du matin à destination d'Alger. 12 passagers avaient été libérés en échange du plein de carburant. Le représentant de l'OLP à Nicosie, à Chypre, qui menait les négociations avec les pirates de l'air, avait notamment déclaré que les passagers encore à bord seraient libérés à Alger. Le rappel des faits par Jacques Merlino. 20h hier soir à Larnaca, après une journée très tendue, un semi-remorque tractant 2 citernes s'approche du Boeing koweïtien. Il est rejoint peu après par 3 ambulances sur une piste toujours plongée dans l'obscurité. Ce sont les signes qu'après 4 longues journées de négociations à Larnaca et l'assassinat de 2 otages, un accord est enfin intervenu. À 21h25, 12 passagers sont libérés, 5 koweïtiens, 4 égyptiens et 3 jordaniens d'origine palestinienne. Épuisés par leurs 8 jours de détention, portant sur les poignets des traces de liens, ils livrent leur premier témoignage. Regroupés à l'arrière de l'appareil, ils étaient tenus à l'écart de tout et ignoraient que 2 passagers avaient été tués. Sur le nombre de terroristes, ils sont incertains, hésitant entre 7 ou 8, mais précisant qu'ils avaient toujours le visage dissimulé, qu'ils se déplaçaient 2 par 2 et qu'ils parlaient arabe plutôt avec un accent du Maghreb que du Machrek. L'un d'eux, ce matin, apportait cette précision importante sur ce qui s'est passé lors de l'escale de Meshhad en Iran. Je crois qu'ils ont changé une partie de leur équipe. L'un d'entre eux est descendu et 2 autres sont montés. De nouveaux visages. Ils apportaient des nouvelles armes, des explosifs, plein de choses qu'ils n'avaient pas auparavant.
0h57, le Boeing koweïtien décolle enfin, destination Alger. Les négociations se sont donc déroulées en 2 temps. Pendant 3 jours, c'est l'OLP de Yasser Arafat qui s'est imposé comme médiateur. Aujourd'hui, c'est l'Algérie qui exerce ses bons offices entre le Koweït et les pirates de l'air. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que l'Algérie est l'intermédiaire et sert d'intermédiaire dans une situation aussi difficile. Le pays jouit incontestablement d'un certain prestige au sein des organisations révolutionnaires du tiers-monde, prestige qui date de la guerre d'indépendance. Patricia Coste. Première médiation avec Carlos en 1974. Le célèbre terroriste avait pris en otage 40 personnes, dont une dizaine de ministres de l'OPEP qui s'étaient réunis pour discuter du prix du pétrole à Vienne. Résultat de la médiation, très rapidement menée, les 40 otages embarquent pour Alger, où ils seront libérés, ainsi que Carlos. Deuxième médiation qui assoit la réputation des Algériens, celle dans l'affaire des otages de l'ambassade des États-Unis à Téhéran. L'Algérie prend les affaires en main en novembre 80, après 1 an de vaines négociations, d'allées et venues d'intermédiaires douteux. 2 mois plus tard, l'affaire est résolue. Troisième médiation, celle dans le détournement du Boeing de la TWA à Beyrouth, qui avait alors duré 17 jours. C'est à nouveau l'Algérie qui a joué les intermédiaires heureux entre les diverses factions libanaises et les États-Unis. Médiation algérienne à nouveau pour la libération de Gilles Peyrol, enlevé puis relâché à Tripoli au Liban. Mais les Algériens n'ont pas pu respecter leur parole, donnée aux ravisseurs, qui exigeaient la libération d'Abdallah, retenu finalement en France à la suite de la découverte de nouvelles charges contre lui. Malgré cela, les Algériens ont pu à nouveau servir de médiateurs dans la libération de certains otages français au Liban. Aurel Cornéa sort seul à Noël 86, souvenez-vous. Si c'est vrai que je suis à Paris. Je voudrais notamment remercier les autorités algériennes. L'Algérie a toujours pratiqué ce type de négociation parce qu'elle est elle-même constituée par un front de libération nationale qui était un mouvement de libération. Et donc il y a l'habitude de ces choses-là depuis l'Égypte en 1956. Ensuite parce que Mohamed Yazid, par exemple, a été ambassadeur au Liban pendant très très longtemps et l'Algérie a gardé des contacts avec tous les mouvements révolutionnaires. Il faut bien reconnaître que la situation est encore très confuse ce soir. Certains évoquent une nouvelle épreuve de force entre le Koweït et les pirates de l'air. Yasser Arafat met directement en cause l'Iran sans donner d'autres précisions, tout au moins pour le moment. Chypre affirme avoir reçu des assurances de l'Algérie sur la libération des derniers otages, mais cette déclaration ne débouche sur rien de concret, tout au moins pour le moment. Alors, question Pierre Serra, on aimerait savoir qui est derrière l'odyssée tragique du Boeing, une odyssée qui a commencé à Bangkok il y a plus de 8 jours maintenant. Écoutez, la première impression, sinon la première certitude, c'est que l'Iran, un certain Iran en tout cas, fanatique, révolutionnaire, manipule toute cette affaire. Pourquoi cette impression? Parce que justement, les pirates de l'air, qui sont libanais, je vous rappelle, pour en tout cas, appartiennent ou se réclament du djihad islamique, qui est une organisation libanaise, un groupuscule, qui se répand à Beyrouth dans la mouvance iranienne et dans la mouvance du parti de Dieu, le Hezbollah. Ça c'est important, mais c'est un mouvement révolutionnaire extrémiste, le djihad islamique. En face ou à côté de lui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'Iran, qui est une nation, qui est un État, et qui veut tirer profit en quelque sorte d'une situation dramatique pour lui en ce moment, d'une certaine commisération qu'on voit actuellement dans le monde occidental, notamment parce que l'Iran a été victime de bombardements de gaz de la part de son ennemi, l'Irak. Alors, il faut tirer parti et tenter de normaliser. Pour cela, on décide de faire plaisir aux Occidentaux et on prend à Téhéran la décision de libérer des otages détenus à Beyrouth par le djihad islamique. Ça, c'était à la fin de la semaine dernière. Voilà. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que finalement, le djihad réagit et dit, mais pas du tout, moi je suis pas d'accord. Finalement, j'ai mes otages, mais j'ai mes revendications, c'est moi qui les détiens, je suis un mouvement révolutionnaire, j'ai besoin de ma liberté d'action. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'avion se pose d'abord à Machhad quand il est détourné, et c'est pas un hasard, parce que à Machhad, les Iraniens retiennent là-bas, en plus ou moins en exil, 3 Libanais qui appartiennent au djihad et qui les gênaient à Beyrouth. La discussion s'engage, ça ne marche pas, on va à Larnaca, on va plutôt à Beyrouth d'abord, où l'avion survole 70 fois la ville, et qui empêche l'avion de se poser? Les Syriens, qui sont les alliés des Iraniens. Finalement, l'avion atterrit à Larnaca, vous le savez, et là, on change de partenaire. Ce ne sont plus ni l'Iran ni la Syrie, mais des ennemis de l'Iran et de la Syrie, finalement, qui discutent, les Palestiniens de l'OLP de Yasser Arafat. Et puis les Algériens prennent le relais, et l'avion, finalement, arrive aujourd'hui à Alger. Mais finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces pirates de l'air, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont à la fois un objectif, qui est celui de montrer leur indépendance au-delà du soutien militaire, financier, religieux, idéologique que leur apporte l'Iran, et en même temps une revendication qui est celle de faire libérer leurs confrères ou leurs frères emprisonnés à Koweït. Je crois que ce soir, ils sont en passe, sinon, en tout cas pas de faire obtenir de satisfaction sur leurs revendications, mais en tout cas
d'atteindre leur objectif. Alors j'ose à peine vous poser la question, Pierre, quand cette affaire sera réglée, est-ce qu'on pourra nourrir quelque espoir pour les 3 otages français au Liban? Ben, écoutez, vous le disiez tout à l'heure, la semaine dernière, il semble que l'affaire était réglée. C'est d'ailleurs ce qui a provoqué donc le détournement de cet avion. Je crois qu'on peut espérer, il faut espérer en tout cas, que ce détournement, au bout du compte, quand il sera terminé, n'aura été pour eux qu'un contretemps, un triste contretemps. Voilà. Merci. Nous ferons un nouveau point, bien sûr, tout à l'heure dans le tout dernier journal aux alentours de 23h30. En attendant, plein feu sur la campagne présidentielle. Nous ne sommes plus qu'à 11 jours seulement du premier tour. Campagne et polémique, ou plutôt nous allons commencer ce soir par un meeting, le meeting de Jacques Chirac, en ce moment même à Lyon, dans le fief de Raymond Barre. Le candidat Chirac est à la tribune depuis 19h30. Nous allons tout de suite l'écouter en compagnie de notre envoyé spécial, Jean-Louis Le Senne. Lyon, en direct. À Lyon, Jacques Chirac a débarqué en force, pas moins de 10 ministres pour l'accompagner. C'est dire l'importance qu'il accorde à cette étape de campagne présidentielle dans cette ville dont l'élu est Raymond Barre. Le candidat Chirac a d'abord voulu rencontrer de façon informelle Francisque Collomb, le maire sénateur non inscrit, mais soutien de M. Barre. Pour son dernier maxi-meeting avant le premier tour, les militants de Rhône-Alpes ont vu les choses en grand. Le stade municipal de Gerland et ses 12 000 places. Pour mettre l'ambiance, il suffit de prononcer le nom de Mitterrand et de lui reprocher le flou de sa lettre aux Français. Le mieux serait certainement d'en discuter, d'homme à homme, de candidat à candidat, devant les Français, avec son auteur. Mais comme vous le savez, celui-ci semble, je dirais, répugner aux heures de vérité, qui risquent de l'exposer au jugement de tous. Mais il faudra bien, malgré tout, que d'ici le 8 mai, au plus tard, les projets soient plus directement et plus clairement confrontés. Pour ma part, j'y suis prêt. Loyauté dans la majorité oblige, il y a ce soir beaucoup d'UDF dans la salle. Mais Jacques Chirac a voulu ménager aussi toutes les susceptibilités locales, également dans son propre camp. En vue des prochaines municipales, Alain Mérieux, le président du comité de soutien, et Michel Nouart ont eu droit chacun au même temps de parole. La présidentielle a beau être une élection nationale, il faut toujours, à Lyon, tenir compte de la cuisine lyonnaise. Voilà, campagne et polémique, on y revient. La CNCL vient d'autoriser les candidats à utiliser les archives sonores de la campagne électorale. Décision importante et contestée par Jacques Lang, pour qui la CNCL, je cite, sert les intérêts de Jacques Chirac. Fin de citation. Comme chaque soir, voyons maintenant les autres temps forts de la campagne. Petite phrase, meeting, sondage, une séquence concoctée, c'est le cas de le dire, par le service politique d'Antenne 2. Raymond Barre aime les industriels qui réussissent et il le fait savoir. Aujourd'hui, c'est un ancien chômeur de 52 ans, devenu patron après avoir fondé son entreprise, qui était reçu au tableau d'honneur du baryse. Un exemple qui ne pouvait que faire plaisir au député de Lyon, lui qui a toujours dit que les chômeurs devaient se prendre en main. Je ne vous cache pas que je souhaiterais aujourd'hui que beaucoup des beaux esprits et des belles âmes qui s'étaient offusqués en 1978 quand j'avais dit « chômeur, créez votre entreprise » puissent venir voir comment un chômeur de 52 ans peut réussir à mettre sur pied et à développer une entreprise qui correspond tout à fait à notre société contemporaine. Raymond Barre a maintenant arrêté sa stratégie dans l'optique du premier tour. Un message par jour, hier les personnes âgées, aujourd'hui les entreprises. Le député de Lyon accélère dans la dernière ligne droite. Je souhaite, comme tout le monde, la libération des otages français, mais je trouve scandaleux qu'un certain nombre de candidats l'aient programmé dans le cadre de leur campagne électorale. Parce qu'on peut tout de même se poser la question de savoir si on ne les a pas gardés au frigidaire, comme ça, en prison assez longtemps, pour que leur libération intervienne juste avant les élections. Je trouve ça personnellement assez scandaleux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça alors qu'il est normal qu'on continue de négocier pour obtenir leur liberté à tout moment? Personnellement, je considère que
le gouvernement n'a pas à négocier, que c'est une mauvaise méthode, que c'est une méthode, la méthode qui consiste à négocier avec des maîtres chanteurs est une méthode dans laquelle il n'y a que des inconvénients. Travailleuse, travailleur, c'est lequel? Quelque chose qui ne va pas. La camarade Arlette Laguillet trouve que décidément trop de choses ne vont pas. Alors hier à Troyes, elle a enfoncé le bonnet, indignée que des voix de travailleurs, travailleuses puissent se perdre du côté de Jean-Marie Le Pen. Alors à ceux parmi les travailleurs qui seraient tentés de voter pour Le Pen pour marquer leur dégoût du trio Barre-Chirac-Mitterrand, je leur dis que le pire des choix qu'ils puissent faire dans ces élections, c'est de mêler leur vote à tous ces nostalgiques de l'OAS, à ces admirateurs de Charles Martel, de Jeanne d'Arc ou de Hitler, à ces crânes rasés. 11 jours encore pour attaquer tous azimuts. Arlette Laguillet est en colère, elle ne s'en privera pas. Dernier sondage BVA Paris Match réalisé les 8 et 9 avril. Au premier tour, François Mitterrand, avec 34% des intentions de vote, perd 4 points par rapport à la semaine dernière. Jacques Chirac progresse de 0,5 points. Raymond Barre gagne 1 point. Progression également pour Jean-Marie Le Pen, plus 1. André Lajoigny, plus 1,5. Quant au bas du tableau, Pierre Juquin est en baisse, Antoine Wechter en hausse, Arlette Laguillet reste à 1%. Quant à Pierre Boussel, il n'est pas mentionné dans ce sondage. Enfin, au deuxième tour, dans tous les cas de figure, François Mitterrand l'emporterait sur Jacques Chirac et Raymond Barre avec 52%, toujours selon BVA Paris Match, mais en perdant quelques points par rapport à la semaine dernière. Oui, Bernard Pivot, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rassure tout de suite, je vous ai surseillé en regardant le sondage. Vous n'êtes pas là pour remplacer notre spécialiste Paul Amar et pour commenter le sondage. Je serais bien incapable. Ah, c'est pas évident, mais vous avez eu le privilège de rencontrer, et vous le faites pour Paris Match, les trois grands de la campagne présidentielle. Dans quel état d'esprit sont-ils à 15 jours du premier tour? Je les ai trouvés très détendus, il faut dire que je les ai visités dans leur particulier, si j'ose dire, donc j'étais très détendu. On a parlé de tout sauf de campagne électorale et sauf d'élections. Beaucoup des beaux esprits et des belles âmes qui s'étaient offusqués en 1978 quand j'avais dit « chômeur, créez votre entreprise » puissent venir voir comment un chômeur de 52 ans peut réussir à mettre sur pied et à développer une entreprise qui correspond tout à fait à notre société contemporaine. Raymond Barre a maintenant arrêté sa stratégie dans l'optique du premier tour. Un message par jour, hier les personnes âgées, aujourd'hui les entreprises. Le député de Lyon accélère dans la dernière ligne droite. Je souhaite, comme tout le monde, la libération des otages français, mais je trouve scandaleux qu'un certain nombre de candidats l'aient programmé dans le cadre de leur campagne électorale. Parce qu'on peut tout de même se poser la question de savoir si on ne les a pas gardés au frigidaire, comme ça, en prison assez longtemps, pour que leur libération intervienne juste avant les élections. Je trouve ça personnellement assez scandaleux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça alors qu'il est normal qu'on continue de négocier pour obtenir leur liberté à tout moment? Personnellement, je considère que le gouvernement n'a pas à négocier, que c'est une mauvaise méthode, que c'est une méthode, la méthode qui consiste à négocier avec des maîtres chanteurs, est une méthode dans laquelle il n'y a que des inconvénients. Travailleuse, travailleur, c'est lequel? Quelque chose qui ne va pas. La camarade Arlette Laguillet trouve que décidément trop de choses ne vont pas. Alors hier à Troyes, elle a enfoncé le bonnet, indignée que des voix de travailleurs, travailleuses puissent se perdre du côté de Jean-Marie Le Pen. Alors à ceux parmi les travailleurs qui seraient tentés de voter pour Le Pen pour marquer leur dégoût du trio Barre-Chirac-Mitterrand, je leur dis que le pire des choix qu'ils puissent faire dans ces élections, c'est de mêler leur vote à tous ces nostalgiques de l'OAS, à ces admirateurs de Charles Martel, de Jeanne d'Arc ou de Hitler, à ces crânes rasés. 11 jours encore pour attaquer tous azimuts. Arlette Laguillet est en colère, elle ne s'en privera pas.
Dernier sondage BVA Paris Match réalisé les 8 et 9 avril. Au premier tour, François Mitterrand, avec 34% des intentions de vote, perd 4 points par rapport à la semaine dernière. Jacques Chirac progresse de 0,5 points. Raymond Barre gagne 1 point. Progression également pour Jean-Marie Le Pen, plus 1. André Lajoigny, plus 1,5. Quant au bas du tableau, Pierre Juquin est en baisse. Antoine Wechter en hausse, Arlette Laguillet reste à 1%. Quant à Pierre Boussel, il n'est pas mentionné dans ce sondage. Enfin, au deuxième tour, dans tous les cas de figure, François Mitterrand l'emporterait sur Jacques Chirac et Raymond Barre avec 52%, toujours selon BVA Paris Match, mais en perdant quelques points par rapport à la semaine dernière. Oui, Bernard Pivot, bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous rassure tout de suite, je vous ai vu surciller en regardant le sondage. Vous n'êtes pas là pour remplacer notre spécialiste Paul Amar et pour commenter le sondage. Je serais bien incapable. Ah, c'est pas évident, mais vous avez eu le privilège de rencontrer, et vous le faites pour Paris Match, les trois grands de la campagne présidentielle. Dans quel état d'esprit sont-ils à 15 jours du premier tour? Je les ai trouvés très détendus, il faut dire que je les ai visités dans leur particulier, si j'ose dire, donc je les ai très détendus. On a parlé de tout sauf de campagne électorale, sauf d'élections. Ils étaient chez eux, dans leur intérieur, oui, ils étaient en mal de sauf Barre qui était dans son bureau de l'avenue du boulevard Saint-Germain. Non, oui, c'était des conversations détendues. Quel est celui qui vous a le plus séduit? Bon, je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. Alors, Joker, je peux pas, je peux pas répondre à ce genre de questions. Non, simplement, ce qu'il faut savoir, c'est que j'en connaissais 2 sur 3. C'était François Mitterrand et Raymond Barre qui ont été mes invités apostrophes, et que j'ai fait la connaissance de Jacques Chirac, avec qui je n'avais jamais eu l'occasion de bavarder. Voilà. Donc ils vous donnent tous l'impression de croire à la victoire, là. Non, on n'en a pas parlé. Ah bon? Non, mais pas du tout. On a parlé des choses beaucoup plus intéressantes, Sani. On a parlé de la culture, de la famille, de tas de choses. Et face à Pivot, il ne pouvait pas faire autrement que de parler de littérature. Alors on a parlé beaucoup de livres. Alors, ce qu'il y a des choses... Ils prennent le temps de lire, même en période de campagne électorale? Moins que d'habitude, mais quand même ils lisent. Et alors si on pouvait faire un instantané, c'est-à-dire un instantané, une photo qui prendrait François Mitterrand chez lui, dans sa chambre, entre minuit et 1h du matin, on le verrait en train de relire Gobineau ou Tolstoï, ou en train de lire Claude Mauriac ou Philippe Solers. À la même heure, à la même minute, vous verriez dans sa chambre, juste avant d'éteindre, Raymond Barre en train de relire un poème de Valéry ou de Baudelaire, et à la même minute, Jacques Chirac dans sa chambre en train de relire le poète qu'il préfère à tous, c'est-à-dire le chinois Toufou. Mais, donc je pense que nous avons, parmi notre personnel politique de haut de gamme, ceux qui lisent le plus au monde. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que d'autres candidats à la présidentielle lisent aussi beaucoup. Ils ont lu le livre de Valéry Giscard d'Estaing, Le pouvoir et la vie? Alors, réponse de Raymond Barre, non, je n'ai pas lu, mais c'était il y a 15 jours, peut-être qu'en temps il a lu. Réponse de Jacques Chirac, oui, j'ai lu, intéressant, rien de plus. Et puis la réponse de François Mitterrand, telle que vous la trouver demain. Alors il dit j'ai aimé. Il dit j'ai aimé, il en parle longuement, il dit mais oui, jamais je n'ai trouvé Giscard écrivant aussi bien. Pour une fois il est très libre dans ce qu'il dit, et jamais il a eu le sens de l'image comme ça dans ce livre. Donc François Mitterrand est le plus élogieux des trois. Il apprécie le style visiblement de Valéry Giscard d'Estaing. Tout à fait. Après les élections, Bernard Pivot, vous comptez persévérer dans les chroniques politiques? Ah, ce n'est pas des chroniques politiques, vous savez, c'était des politique, oui. Non, c'était des apostrophes sans caméra, mais si vous voulez que je pige chez Paul Amar, sans problème. Je lui poserai la question pour vous, en toute discrétion, merci. On vous retrouve donc vendredi, 21h30, dans un registre bien à vous, celui d'apostrophe, le thème. Avec Arthur Miller, sans problème. Je demande à tout le monde, ne ratez pas Arthur Miller. Nous parlerons de ses pièces de théâtre et puis évidemment de Marilyn Monroe. Bien sûr, que l'on ne peut pas oublier. Suite des informations, en bref, avec Isabelle Staes. La République italienne connaît son 47e gouvernement. Il sera dirigé par le démocrate chrétien De Mita. Après la démission le mois dernier de Giovanni Goria, les 5 partis de la coalition sortante sont enfin parvenus à un accord. Reste à obtenir la confiance du Parlement. Un DC-3 s'écrase en Afrique du Sud. Les 23 passagers et membres d'équipage ont été tués. Parmi les victimes, certains des meilleurs jockeys sud-africains qui revenaient d'une manifestation hippique. L'origine de l'accident reste indéterminée. La voiture d'un élu nationaliste corse détruite la nuit dernière par un cocktail Molotov. Léo Battesti, qui dirige également l'hebdomadaire Uribungu, accuse le masque, le mouvement antiséparatiste corse. L'attentat n'a pas été revendiqué. Manifestation à Paris des employés de la SNECMA, une journée nationale d'action alors que la grève se poursuit dans les usines de Gennevilliers, Villaroche et Corbeil. Les grévistes réclament notamment 1 500 francs d'augmentation et le paiement des heures de grève.
La suite des informations en images, avec des images qui nous arrivent en droite ligne de Caen, dans le Calvados. Une prise d'otage se déroule en ce moment à la prison de Caen. Depuis 17 heures, la sous-directrice de la prison est retenue par un détenu, armé semble-t-il d'un couteau. Son identité et ses revendications sont à l'heure actuelle inconnues. D'importantes forces de police ont pris place à l'intérieur de la prison. Les super policiers du RAID ont été envoyés à Caen. Voilà tout ce que l'on peut dire ce soir. Économie, un accord qui arrange tout le monde. Le voilà. Après 9 mois de bataille, les présidents de Prouveau et des chargeurs réunis se sont entendus sur l'éclatement du groupe lainier de Roubaix dans le Nord. Concrètement, le numéro 1 du textile va se scinder en deux. Il faut dire que ces deux principaux actionnaires étaient incapables de cohabiter. Nicolas Jacobs. 7 mois face à face. Christian Dervelois à droite, PDG de Prouveau. À gauche, Jérôme Sédou, le patron de Chargeurs SA. Jérôme Sédou avait déclenché l'été dernier un formidable raid boursier pour acquérir le groupe Prouveau. 2 mois de bataille, de renversement d'alliances sur fond de querelles familiales pour déboucher en septembre sur une impasse. Christian Dervelois et ses amis conservent alors la majorité de Prouveau. Mais Jérôme Sédou acquiert plus de 48% des actions. De quoi devenir l'empêcheur de tourner en rond. Et de fait, la cohabitation se révèle impossible pendant 7 mois. L'accord que viennent de signer les deux hommes débloque la situation. On coupe purement et simplement le groupe en deux. Jérôme Sédou récupère l'activité négoce et peignage de la laine, de loin le plus rentable, mais qu'il paye très cher, 1,8 milliard. Dervelois, lui, conserve principalement les filatures et la confection. Le moins rentable, mais en échange, il reçoit 850 millions. Et chacun se déclare satisfait. A priori, pour les deux, c'est un match nul. Mais c'est aussi la première fois en France qu'à la suite d'une OPA, un groupe de cette taille, 12 000 employés, doit être partagé entre nouveaux et anciens actionnaires. Le cyclisme, le sport, après Paris-Roubaix, remporté par le Belge Dirk De Mol au nez et à la barbe de Laurent Fignon, encore une victoire qui échappe aux Français aujourd'hui dans la classique Flèche Wallonne. Charlie Mottet, qui avait, tenez-vous bien, 1,45 d'avance sur le peloton à 10 km de l'arrivée, s'est fait surprendre bêtement en fin de parcours. Bilan, nouvelle victoire pour un coureur pratiquement inconnu du grand public, un Allemand. Commentaire d'Alain Vernon. Fignon, mal remis de son Paris-Roubaix, alors c'est le lieutenant qui s'accroche à la bonne échappée. Charlie Mottet, sur la route de la Flèche Wallonne, emmène 5 hommes, dont Argentine, Italien et Gols allemand. Avec 1,45 m, non bien sûr, mais 1 minute 45 secondes d'avance sur le peloton. Et le long de la Meuse, Mottet se dit qu'il s'offrirait bien une 3e victoire française dans cette course. Seulement voilà, Mottet est trahi par sa tactique. En bleu, au fond, regardez, c'est Argentine, Italien. Mottet le surveille trop bien et à 13 km de l'arrivée, c'est un sprinter qui s'échappe pour franchir avec assez d'avance le mur final. Gols, allemand, 25 ans, l'attaque idéale. Moreno Argentine est quand même un sprinter en bosse et il est pratiquement imbattable, donc c'était pas à moi à faire l'effort et je pensais un petit peu le piéger dans le final. Le final, Gols y pense depuis longtemps. Alors, il reste 10 km d'effort total, 1 minute d'avance dans l'ascension du mur de Huy, c'est suffisant pour l'emporter. Première victoire allemande dans la Flèche Wallonne, première classique pour Gols. Mottet, lui, ne pensait qu'à Argentine, à lieutenant les idées fixes. Ma foi, sur une arrivée comme ça a été plus tactique que par la force pure et donc Gols en a très bien profité et moi je me méfiais beaucoup trop de Moreno Argentine. Argentine est tout de même second à 56 secondes de Gols. Mottet, lui, est 4e à 1,12. Yvon Madiot, 7e à 3 minutes 43. Un résultat de tennis dans le Grand Prix Nabisco de Nice. Jérôme Potier crée la surprise en battant l'Américain Jimmy Arias en 3-7, 3-6, 6-2, 6-4. Arias était quand même tête de série numéro 4, c'est une référence. 3 autres Français ont passé le premier tour sur la Côte d'Azur. Henri Lecomte, Jean-Philippe Florian, un jeune, et Thierry Tulane. Tulane a battu un autre Français, Tariq Benabiles, en 2-7. Ça a été serré. 7-5 et 7-6. Les pronostics de Pierrette Bresse pour le quartet de demain. Ça se dispute sur l'hippodrome d'Evry. Dans le Grand Prix d'Evry, précisément, il y a 18 partants. Pierrette vous conseille de jouer dans l'ordre le 16, le 10, le 9, le 11, le 8, le 15, le 7, hélas, je récapitule pour que vous puissiez noter, c'est important. Le 16, le 10, le 9, le 11, le 8, le 15, le 7, hélas. Dans quelques instants, les bons chiffres de la météo avec Laurent Cabrol. Les températures sont en hausse. À 20h30, le grand échiquier de Jacques Chancel avec Shirley Basset. Prochain journal, 23h30. Il sera présenté par Aubry Edler. D'ici là, excellente soirée sur Antenne 2 et à demain, 20h. Bonsoir.